Bonjour à tous, nous allons commencer. Je suis Oriane Sébil, conseillère environnement à Intercommunalité de France. Sont également présents Christophe Viret, directeur acteurs et citoyens, et Mélanie Vassieux, chef de projet collectivité à l'Office français de la biodiversité. Le webinaire d'aujourd'hui porte sur les projets de l'OFB qui vous concernent en tant qu'intercommunalité. Ce webinaire s'inscrit dans le cadre du partenariat entre l'Office français de la biodiversité et Intercommunalité de France. Et il sera suivi par un autre webinaire un peu en format miroir où Intercommunalité de France va présenter les intercommunalités, les actions que l'on porte également auprès des agents de l'OFB. Nous sommes réunis pour 1h30. Sur le format, nous allons avoir 30 à 40 minutes de présentation qui seront suivies par un temps d'échange. Vous pouvez tout au long de la présentation poser vos questions dans l'onglet questions-réponses qui est en bas si vous souhaitez les poser par écrit. Et nous prendrons bien sûr des questions à l'oral également après les présentations. Je ne serai pas plus longue, donc je laisse la parole à Christophe et Mélanie pour vous présenter l'OFB et les actions qui vous concernent. Merci. Petite question préalable, je vois que pour l'instant, il n'y a que 11 connectés. Est-ce qu'on attend quand même un tout petit peu ou pas? On peut commencer de toute façon, le replay sera disponible également. OK. Oui, oui, le support qu'on va diffuser là est bien entendu Et commenté ici. l'enregistrement seront mis en ligne. Voilà, tout à fait. Bon, ben, écoutez, merci à tous. Alors, je suis très content de retrouver les intercommunalités de France qui sont chères à mon cœur pour avoir travaillé pas mal sur ces sujets-là, notamment à une période où j'étais à la data. Mais là n'est pas l'objet. Donc voilà, je me présente Christophe Viret. Donc moi, je suis directeur d'une direction qui s'appelle Acteurs et citoyens à l'Office français de la biodiversité, qui, comme vous le savez, est un nouvel établissement public créé, on va le voir, le 1er janvier 2020. Voilà, cette direction, en fait, elle emporte avec elle surtout toute la mobilisation de plein de catégories d'acteurs, dont les collectivités, mais aussi les citoyens, les entreprises, sur le sujet biodiversité. Je pense qu'on peut passer à la diapo suivante. Alors évidemment, c'est un nouvel établissement qui, pour ceux qui ont suivi un peu l'actualité, qui a été précédé avec la loi de 2016 sur la biodiversité par l'Agence française de la biodive. Et puis en 2019, s'est préparée la fusion entre l'Agence française de la biodiversité et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour créer cette OFB qui représente aujourd'hui plus de 3000 agents hein, qui sont engagés pour la diversité sur le terrain. C'est un nouvel opérateur. Et nos deux tutelles sont le ministère chargé de l'Environnement et de l'Agriculture. Parmi ces 3000 agents, alors ça peut paraître beaucoup, mais il y a énormément d'agents de terrain au plus près des territoires, hein, qui sont les inspecteurs de l'environnement et qui exercent principalement des missions de police, mais pas que. Ce qu'il faut noter, c'est qu'on a un budget quand même relativement conséquent aujourd'hui, avec 500 millions d'euros. On verra d'où il vient, mais on verra aussi qu'il a été notamment largement abondé par la nouvelle stratégie nationale biodiversité qui va sortir ces jours-ci. Voilà, on a été le premier opérateur du plan de relance en matière d'eau et de biodiversité aussi. On est réparti sur l'ensemble du territoire avec cinq sites nationaux, 2 centres de formation et 11 directions régionales et une direction interrégionale PACA-Corse. Et puis, bien sûr, aussi une présence dans les territoires ultramarins autour de 5 délégations territoriales. Je vais pas être trop long sur les missions de l'OFB, mais c'est quand même bon de les rappeler. Elles sont au nombre de 5. Alors, première mission, évidemment, je vous le disais, qui s'exerce principalement sur le terrain à travers des services départementaux de l'Office avec 1700 inspecteurs de l'environnement. Là, les missions sont très variées, mais elles sont au contact au plus près des acteurs, mais aussi des collectivités, hein. Mission de surveillance, mission de constatation et de verbalisation des infractions à l'environnement, mais aussi, c'est moins connu, toutes les questions relatives à l'examen du permis de chasser et puis à la lutte contre les trafics d'espèces menacées d'extinction. Donc, première mission, la mission de police de l'environnement. Deuxième mission, c'est tous les travaux qu'on peut conduire dans le domaine, dans le champ de la connaissance et de l'expertise hein, sur la biodiversité de manière générale, mais plus particulièrement sur les espèces, les milieux, les services rendus par la biodiversité, les écosystèmes.
C'est au final aussi appliquer, mais aussi mettre en œuvre des directives européennes hein, qui sont bien connues. Je parle que la directive cadre sur l'eau, par exemple, mais il y en a bien d'autres. Et on pilote aussi à ce titre-là l'Observatoire national de la biodiversité et on fait aussi pas mal d'inventaires national du patrimoine naturel pour ceux qui connaissent ces acronymes. Et on pilote à ce titre notamment une unité un peu mixte entre OFB et MNHN qui s'appelle l'unité mixte Patrinat. Voilà sur cette deuxième mission. On a une mission d'appui aux politiques publiques, donc au plus près de nos tutelles, hein, pour bien entendu appliquer et appuyer la mise en œuvre des directives européennes, contribuer aux négociations internationales avec les différentes COP, notamment la COP Biodive, la COP 15. Voilà, et puis ben, appuyer aussi l'ensemble des politiques d'eau et biodiversité sur le territoire. On a beaucoup, beaucoup travaillé, notamment sur cette fameuse stratégie nationale pour la biodiversité dite numéro 3 et qui va sortir d'ici la fin du mois normalement et qui donne des moyens considérables aujourd'hui, notamment à l'Office français de la biodive, mais aussi aux agences de l'eau et à d'autres opérateurs pour changer de cap sur ces questions-là. Je continue. On a ici, alors ça c'est peut-être moins connu encore, à mon avis c'est assez connu des intercommunalités des collectivités, c'est nos missions autour des aires protégées. Alors soit en appui conseil, j'allais dire, des aires protégées, soit de l'ensemble du réseau des aires protégées. Hein. On peut citer les parcs naturels régionaux, on peut citer les réserves naturelles nationales, on peut citer la Fédération des Seines, toutes ces têtes de réseau sont très liées à l'OSB et on a donc une direction d'appui à ces aires protégées, mais on gère aussi en propre un certain nombre d'aires protégées. Alors ça, c'est l'histoire, hein, puisque vous le savez, pour ne parler que par exemple des parcs naturels marins, l'AFB a été un temps, enfin, l'Agence nationale des aires marines protégées a été fusionnée à l'Agence française de la biodive. Hein, donc, on a un certain nombre de territoires gérés aujourd'hui, que ce soit des parcs naturels marins, mais que ce soit aussi des réserves nationales de chasse et de faune sauvage, quelques réserves naturelles nationales. Voilà, donc là, vous avez une petite carto qui vous montre un petit peu l'ampleur de ces territoires qu'on gère ou qu'on co-gère. Et enfin, cinquième mission qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, donc quelle est les missions qui relèvent de ma direction, qui sont toutes les mobilisations des acteurs et des citoyens, avec l'idée, en fait, et on va le voir plus en détail après, les collègues vous exposeront tout ça, l'idée, effectivement d'encourager, d'accompagner les entreprises et les collectivités. Aujourd'hui, on est beaucoup sur ce sujet-là, les associations, les usagers de la nature, à s'engager et à mettre en œuvre des dispositifs que nous portons, hein, qui sont multiples et variés. Alors tout ça, on ne le fait pas tout seul, évidemment. On le fait bien sûr au niveau national, mais on le fait aussi avec un réseau qui est celui des agences régionales de la biodiversité, alors qu'ils sont constitués à peu près partout, mais pas encore complètement. On verra ça tout à l'heure. Ces agences régionales, en fait, elles ont souvent, dans la majeure partie des régions, un statut d'établissement public de coopération environnementale. Et elles sont coprésidées, on va le dire comme ça, par les régions et par les délégations régionales de l'OFB. Et elles sont extrêmement importantes pour nous parce qu'elles permettent au final d'être un relais à côté des délégations régionales de l'OHB, bien sûr, en région, hein, pour porter nos politiques publiques. Et on va le voir aussi dans les exposés que feront les collègues, combien on s'appuie sur elles, notamment pour installer un certain nombre de nos programmes. Mais je pourrais citer aussi beaucoup d'autres projets qui nous intéressent. On a un gros sujet sur les aires éducatives et avec des objectifs très très forts qui sont fixés dans la SNB. Les aires éducatives, c'est des projets qui sont portés par et initiés par surtout les professeurs des écoles en lien avec des référents environnement et qui permettent de conduire des projets on va dire, d'éco-citoyenneté, mais aussi des projets de transfert de connaissances et multidisciplinaire dans les écoles directement, et ça, on le soutient. Bref, je ne vais pas détailler toutes les actions qui sont là, mais je voulais insister parce que c'est un moment un peu particulier. Alors, vous dire quand même, mais ça, je pense que vous le connaissez tous, toutes et tous, qu'on agit dans un cadre assez complexe de politique publique.
on peut en dire un mot et passer aux diapos suivantes. Alors, au-delà de ce qui peut se passer au niveau national, hein, vous avez suivi bien entendu l'actualité de ces derniers mois, voire dernières années, avec un certain nombre de documents cadres qui sont sortis. Je reciterai quand même la stratégie nationale des aires protégées, qui est sortie en 2021. Je cite évidemment la stratégie nationale de biodiversité qui va sortir ce mois-ci. Je peux aussi citer le plan eau, notamment, qui a été acté là, au mois de mars dernier par le président de la République. Et puis, dans les documents cadres et stratégiques, citons aussi quelque chose qui est en devenir, qui est le plan national d'adaptation au changement climatique, qui est en cours de révision, hein, et qui devrait sortir au final au mois de juin 2024. Alors, pourquoi je dis tout ça au mois de juin 2024? Pourquoi je dis tout ça? C'est que tout ça et tous ces documents stratégiques, ils ont aussi un niveau supra qui est l'exercice de planification écologique. Ça ne vous aura pas échappé avec la création du secrétariat général à la planification écologique attaché à la Première ministre. Et cette planification écologique, sans la reprendre ici, elle entre maintenant dans une voie de territorialisation à l'échelle régionale et infrarégionale. Vous savez tous les uns et les autres que vont être mis en place par les préfets de région et les présidents de conseils régionaux, notamment, mais avec tout partenariat régional aussi, des COP, hein, et pour décliner finalement tous ces cadres stratégiques au niveau au plus près des territoires. Voilà, donc je ne passe pas plus de temps là-dessus. C'était pour vous donner peut-être, on peut passer à la diapo suivante, de faire un petit focus sur la stratégie nationale de biodiversité. En fait, au moins, elle a quatre axes principaux, hein. Il y a à la fois toutes les actions qui conduisent à réduire les pressions sur la biodiversité, et puis tout un paquet d'actions qui sont autour de la restauration de cette biodiversité qui est dégradée partout où c'est possible. Voilà. Et puis, elle a des axes plus transversaux qui sont les axes de mobilisation de l'ensemble des acteurs, hein, je vous le disais à l'instant, que ce soit les services de l'État, les entreprises, les collectivités territoriales, les associations et les citoyens. Voilà. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais elle comporte une quarantaine de mesures et près de 300 actions de mémoire. Et donc, elle va se déployer dans les années qui viennent. C'est important à rajouter. Alors, pour atterrir un peu plus concrètement, là, on peut passer cette diapo que j'ai déjà commentée. Pour atterrir un peu plus concrètement et avant de laisser la parole aux collègues, et au titre de la stratégie nationale biodiversité, j'allais dire qu'on a besoin de vous. En tout cas, sur un certain nombre de nos programmes, on a besoin de mieux coopérer et aussi de répondre à vos attentes. Alors, j'en citerai qu'un qui est vraiment d'actualité et sur lequel je vous invite, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, à vous y intéresser. Et je vais en dire deux mots avant que les collègues développent plus avant. C'est les atlas de la biodiversité communale. Je laisserai Sébastien. Non, n'allons pas dans le détail, hein, reviens Tanguy, les collègues le développeront. Mais ce que je voulais vous dire par là, c'est que bon, ce programme qui avait d'ailleurs été initié par les partenaires régionaux dans les années 97-98, a été repris donc, par l'Agence française de la biodive et amélioré. Et c'est un programme qu'on porte depuis 2017. On avait jusqu'à maintenant peu de moyens pour le conduire. Mais il a déjà impacté, il y a eu 500 porteurs de projets et plus de 3000 communes qui ont été concernées. Alors, ce que je veux en dire, c'est que simplement ce programme-là, autour de trois piliers qui sont la connaissance sur la biodiversité à l'échelle communale ou intercommunale, la capacité à mobiliser l'ensemble des acteurs locaux autour de ce sujet, mais aussi la capacité à imaginer demain des pistes d'action à des échelles soit communales, soit intercommunales. Et ce programme, il va connaître dans les années qui viennent et dès l'année prochaine un très gros boost, hein, puisque l'ambition, c'est de multiplier quasi par 5 les crédits affectés à ce programme. Et donc, avec un prisme un peu nouveau qui consiste à dire que ces programmes un peu itératifs de mobilisation citoyenne, de connaissances et de plans d'action à la fois,
ce prisme nouveau, c'est le fait de dire que ces atlas des biodiversités communales, demain, doivent aussi, comment dire, servir un peu aux exercices de planification, notamment urbaine. Voilà. Et c'est là qu'on retrouve sur notre chemin, évidemment, les intercommunalités qui, pour certaines, pas toutes, hein, je crois que c'est 50% à peu près des intercos pour la compétence maintenant, transfert des compétences planification, fait que c'est une manière finalement potentiellement de nourrir des révisions potentielles de pluie ou autres à partir de pas un état et des lieux initial de l'environnement, c'est plus que ça, c'est une identification finalement des enjeux biodiversité sur un territoire donné. Et ces enjeux, je voulais le dire ici, ce n'est pas que de la connaissance pure et de l'inventaire espèce, hein. C'est beaucoup plus que ça, c'est de travailler sur avec des continuités écologiques à travers toutes les trames, c'est d'identifier les habitats, c'est de travailler aussi à l'identification du patrimoine naturel à préserver, c'est tout cela à la fois. Et donc, il prend une autre allure. Alors, je vous le dis aussi parce que dans la phase qui s'ouvre, il serait dommage de ne pas en profiter. Alors, ça peut évidemment concerner l'ensemble d'un territoire d'intercommunauté ou des territoires infra, ne serait-ce que même un groupement de communes, hein, dès lors qu'il y a des enjeux particuliers. Et il est assez facile d'accès dans la mesure où est généreux, j'allais dire aussi, puisqu'on peut aller sur ce programme-là jusqu'à des taux d'intervention de 80%, hein, ce qui n'est pas rien, avec un plafond maximum de subvention de 250 000 euros. Voilà. Et vous dire aussi, mais je laisserai les collègues compléter tout ça, que dans les années qui viennent, là, enfin, dans les mois qui viennent, on va lancer très, très vite, là, dès décembre, un appel la campagne 2024 des Atlas de la biodiversité communale. Les intercommunalités en tant que telles peuvent absolument se positionner sur ce programme-là tout au long de l'année avec la capacité, effectivement, à monter des dossiers et à avoir aussi un certain nombre d'appuis de nos délégations régionales de l'Office français de la biodiversité. Et simplement, il y a des montants assez importants cette année, donc n'hésitez pas à rentrer dans ce programme-là. Vous verrez qu'on fait plein d'autres choses autour du concept de territoire engagé pour la nature, de capitale de la française de la biodiversité, en matière d'aire éducative. On n'en parlera pas beaucoup plus aujourd'hui, mais il y a plein d'autres programmes, évidemment, aussi qui peuvent directement vous intéresser. Voilà, alors désolé parce que je suis allé très vite et je vais laisser la parole aux collègues pour rentrer un peu plus au fond. Mais en tout cas, nous, à l'échelle de l'Office français de la biodive, on est très heureux du partenariat qui a été noué avec l'Intercommunalité de France, qu'on espère renforcer là, dans les mois et les années qui viennent, sachant qu'on sait aussi combien cette échelle est pertinente hein, pour la mise en œuvre des politiques de biodiversité de manière générale. Et on n'oublie pas non plus comment tous ces exercices, tous nos programmes peuvent demain potentiellement aussi servir quelque chose que vous connaissez bien, qui sont les CRTE, hein, pour passer vraiment à l'action à l'échelle interco. Voilà ce que je voulais vous dire. Moi, je ne serai pas beaucoup plus long, mais je laisse les collègues compléter. Et puis, je vous invite, alors je sais que tout le monde ne peut pas participer aujourd'hui, mais je vous invite amplement à partager ces éléments et à ne pas hésiter à revenir vers nous, hein, soit avec les équipes du siège que vous voyez là, soit effectivement via nos délégations régionales. Et je rappelle une dernière chose, parce que on y tient particulièrement à l'Office. Alors peut-être que les collègues le rediront tout à l'heure, mais il se trouve qu'on organise un gros événement à Montpellier les 12 et 13 décembre. Il s'appelle les rencontres biodiversité et territoire. Je pense que les collègues vous indiqueront le lien pour s'inscrire. On attend presque plus de 1000 personnes. Voilà. Et sur lequel ce sera aussi l'occasion de poursuivre ces échanges pour ceux qui peuvent s'y rendre. On vous y invite en tout cas largement. Voilà pour ce qui me concerne. Je ne vais pas plus long et je laisse les collègues prendre le relais parce qu'il faudra du temps aussi pour les questions et réponses. Et puis, je suis désolé, mais je vous quitterai un peu plus tard pour d'autres réunions.
Merci à vous tous. Merci Christophe. Oriane, est-ce que tu souhaitais qu'on ait un petit temps de questions éventuelles avant le départ de Christophe sur Prendre l'organisation générale de l'émission? quelques questions générales, en effet, questions de clarification sur l'OFB. Ensuite, on va rentrer un peu plus spécifiquement dans l'accompagnement des collectivités. Mais si vous avez déjà des questions générales, n'hésitez pas soit à les poser par écrit dans l'onglet QR en bas de votre écran, soit en levant la main. Vous avez le symbole en bas de votre écran également. Ah, je pense que vous pouvez poursuivre. Les questions vont venir naturellement dans un deuxième temps. Très bien. En effet, il n'y a pas de Merci en questions, tout donc cas. on va continuer sur l'implantation des actions. Donc, Mélanie, je laisse la parole. Merci. Alors bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Mélanie Vassieux, chef de projet collectivité au sein de la direction acteurs et citoyens à l'Office français de la biodiversité. Donc moi, je vais vous parler un peu plus spécifiquement des programmes et outils clés que porte l'OFB à destination des collectivités. Donc Christophe a déjà abordé voilà, quelques points, quelques programmes. Je vais revenir de façon un peu générale dessus. Donc l'OFB propose, comme vous pouvez le voir, à travers plusieurs programmes d'accompagnement, notamment les atlas de la biodiversité communale et intercommunale, le programme Territoire engagé pour la nature ou le concours Capitale française de la biodiversité, tout un parcours d'engagement des collectivités en faveur de la biodiversité. Donc, ces outils d'accompagnement ont pour objectif de permettre, de faciliter et d'accélérer dans les territoires la prise en main des enjeux de la planification écologique, l'intégration des enjeux de biodiversité dans les projets de territoire à travers, par exemple, les CRTE et la mise en œuvre des politiques publiques prioritaires, PIAN, Trame verte et bleue, GEMAPI, etc. Un petit point plus spécifique sur l'ABC. Donc, Christophe a déjà bien expliqué ce que c'était que ce programme. Donc, l'ABC, il a pour objectif de permettre à une collectivité de connaître, préserver et valoriser son patrimoine naturel. Donc, trois piliers fondamentaux, la connaissance, la mobilisation, la préservation et la valorisation. Donc, l'ABC permet à la fois la réalisation d'un diagnostic et la cartographie des enjeux de biodiversité pour un territoire. C'est aussi un outil donc d'appropriation des enjeux, de sensibilisation et de mobilisation des acteurs locaux. Donc, c'est un outil qui permet de mobiliser l'ensemble des acteurs sur un territoire, que ce soit les élus, les associations, les citoyens, les acteurs économiques, etc. C'est aussi un outil stratégique de l'action locale pour la mise en œuvre de politiques communales et intercommunales, donc politiques locales en faveur de la biodiversité. Donc, c'est vraiment un outil d'aide à la décision pour les territoires. Comment, comment on met en place un atlas de la biodiversité communale? Donc, il y a un certain nombre d'étapes qui sont décrites ici, donc qui vont de l'inventaire des connaissances, la définition d'un plan d'action et sa réalisation, à la mobilisation autour du projet, à la formalisation, la valorisation des résultats et l'établissement d'un plan d'action pour la suite. Donc, Christophe l'a dit, l'OFB peut intervenir jusqu'à hauteur de 80% du financement du projet et des partenariats sont possibles pour la réalisation et l'animation de la démarche. Une campagne inédite pour 2024, donc Christophe en a parlé également, donc l'OFB, enfin un budget de 15 millions d'euros est mobilisé pour permettre le financement de nombreux atlas de la biodiversité communale et intercommunale en 2024, donc qui s'adresse à la fois aux collectivités et établissements publics en métropole et en outre-mer. Donc là, la durée des projets par rapport aux campagnes habituelles, les projets pourront être financés sur 48 mois. La démarche sera lancée donc en fin d'année décembre 2023 avec un système de dépôt en continu. On était précédemment plutôt sur un système d'appel à projet. Donc là, possibilité de déposer en continu les projets tout au long de l'année sur le site Démarche Simplifiée, en sachant que les projets seront examinés à plusieurs reprises dans l'année, mars, juin et septembre, donc sous réserve des disponibilités financières en fin d'année. Donc pour plus d'informations, vous pourrez contacter ou poser vos questions aux équipes en charge de la coordination et du pilotage du programme. L'ABC, dans la notion de parcours qu'on a évoqué précédemment, peut
amenés, dans le cadre du plan d'action établi, à devenir territoire engagé pour la nature. Donc la démarche peut se faire de façon indépendante également. Territoire engagé pour la nature, qu'est-ce que c'est? C'est un programme piloté et coordonné par l'OFB qui vise à faire émerger, reconnaître et à valoriser des plans d'action en faveur de la biodiversité. Donc il a vraiment pour ambition d'engager les collectivités à mettre en place des actions en faveur de la biodiversité. Donc c'est un programme, c'est une reconnaissance nationale, voilà, de plan d'action en faveur de la biodiversité qui est coporté par l'État et par les régions, donc à travers Région de France au niveau national. C'est un programme qui s'adresse et qui est accessible aux collectivités infradépartementales sur la base du volontariat, donc principalement les communes et les structures intercommunales. Et la reconnaissance est effectuée pour une durée de 3 ans. C'est un programme qui fait l'objet d'un accompagnement local, c'est-à-dire qu'il est régionalisé, porté par un collectif régional constitué du conseil régional, des DREAL, des directions régionales de l'OFB évidemment, des agences de l'eau, des départements volontaires, donc avec l'appui de partenaires également. Un réseau d'animateurs existe, donc vous pouvez les contacter. On vous transmettra le support avec l'ensemble des contacts vous puissiez vous mettre en relation facilement. Donc, un animateur disponible dans chaque région. Cette reconnaissance donne accès au club des engagés. Donc, ce club des engagés, il permet d'être mis en relation avec d'autres territoires ou avec des partenaires. Il facilite la recherche de financement. Il permet d'accéder à un certain nombre de ressources, à des webinaires notamment, mais également de réaliser des visites inspirantes. Le programme étape par étape. Donc, comment on devient territoire engagé pour la nature? Donc, je souhaite m'engager, je me fais accompagner dans ma démarche. Donc, un réseau d'animateurs est à votre écoute dans chaque région. Réseau dont on transmet donc les contacts. Un plan d'action est déposé, donc il fait l'objet d'une évaluation de recevabilité par un jury. Et à ce moment-là, vous accédez au club des engagés. Le plan d'action est mis en œuvre sur 3 ans. À la fin de ces 3 ans, une démarche d'évaluation de ce plan d'action est réalisée. Donc l'objectif étant bien sûr d'être dans une optique d'amélioration continue. Et à l'issue de ces 3 ans, vous pouvez renouveler l'engagement en élaborant un nouveau plan d'action. Quelques exemples d'actions, voilà, pour vous illustrer un petit peu le type de plan d'action que peut recouvrir TEN. Donc des cours oasis, végétalisés, désimperméabilisés. Un exemple là sur le reméandrement des zones d'expansion de crues ou des actions qui concernent aussi souvent la lutte contre la pollution lumineuse, par exemple. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez participer au concours Capitale française de la biodiversité. Donc, Capitale française de la biodiversité, qu'est-ce que c'est que ce concours? Pour une commune ou une intercommunalité, donc toute taille confondue, participer à ce concours, c'est partager ses réussites locales. Donc, l'objectif, c'est vraiment de donner à voir les actions réalisées qui vont permettre d'inspirer, mais aussi de rassurer d'autres territoires sur la faisabilité des actions. Alors, un thème différent est proposé chaque année depuis 2010 et cela peut concerner l'ensemble des politiques publiques mises en œuvre au niveau local. En 2024, donc, la thématique, ce sera sobriété et biodiversité. Donc, ce concours, si vous souhaitez y participer, ça peut être l'occasion de partager voilà, votre fierté, vos succès en matière de sobriété foncière, lumineuse, de préservation de la ressource en eau, de gestion intégrée des eaux pluviales, par exemple. Vous pouvez candidater donc jusqu'au 8 mars 2024. Par rapport à ce concours, donc il y a un site web qui est mis à disposition et un interlocuteur à travers la personne de Gilles Lecuir qui est cité, dont vous avez le contact. Voilà, pour avoir plus d'informations, n'hésitez pas à les contacter. 2 rendez-vous concernant ce concours à vous signaler la semaine prochaine. Lundi après-midi, un colloque Arbres et Forêts qui est organisé, donc les inscriptions sont toujours possibles. Et mardi, un webinaire co-organisé avec le CNFPT sur la conception sobre et favorable à la biodiversité des projets d'aménagement. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si vous le souhaitez, c'est toujours possible. Donc Capitale française, vraiment pour aller plus loin et partager vos succès, vos réussites, vos expériences. Toutes ces actions, elles sont démultipliées, donc Christophe l'a évoqué tout à l'heure également, en s'appuyant sur les agences régionales de la biodiversité. Alors, il y a une petite coquille sur la diapo. Aujourd'hui, il y a 11 ARB créés et non pas 9. Ces ARB, elles sont copilotées donc, par l'Office français
avec les régions et elles font l'objet d'une animation aussi par un collectif régional, donc elles réunissent vraiment tout un collectif régional. Leur objectif, c'est à la fois de piloter les stratégies, de mettre en cohérence des politiques publiques, c'est d'animer des réseaux d'acteurs, informer, sensibiliser, mobiliser l'ensemble de ces acteurs et d'améliorer la connaissance et sa diffusion. Donc c'est un vrai relais, voilà, un vrai partenaire sur lequel peut s'appuyer l'OFB pour démultiplier tous les projets et les actions qu'on a évoqués précédemment. Donc partenaire clé sur les territoires, interlocuteur clé également pour vous en tant qu'intercommunalité. L'OFB pilote ou copilote également un certain nombre de centres de ressources donc, qui apparaissent là. Voilà, donc certains en partenariat avec l'ADEME, par exemple, avec le CEREMA, d'autres pilotés directement au sein de l'OFB sur un certain nombre de thématiques que vous voyez apparaître, captage, les cours d'eau, la traversée bleue, génie écologique, les aires protégées, Natura 2000, etc. Mais aussi les solutions d'adaptation fondées sur la nature, les énergies renouvelables, donc créées depuis peu. Un centre de ressources, qu'est-ce que c'est? Donc, les centres de ressources s'appuient sur 3 piliers. L'animation de réseaux d'acteurs. Donc, les centres de ressources permettent d'identifier les besoins de ces acteurs, coordonner les groupes de travail, sont organisés des séminaires, des colloques, des journées d'échange technique, des ateliers. Et les acteurs sont mis en relation également dans le cadre de ces centres de ressources. Ils permettent également l'accompagnement technique des acteurs. Donc, les centres de ressources visent à déployer dans les territoires des outils nationaux, proposent des formations, organisent voilà, des prix nationaux, des appels à projets en lien avec leur thématique. Et les centres de ressources sont également là pour produire et mettre à disposition des ressources. Donc, diffusion de retours d'expérience, documents de référence, support de sensibilisation, de formation, de mobilisation, diffusion alors, via le web d'informations et la collecte également de documents techniques et scientifiques. Quelques exemples de ressources que vous pouvez trouver dans les centres de ressources. Je peux passer la diapo. Tanguy, voilà. Par exemple, un MOOC sur la trame verte et bleue qui a été suivi par plus de 17 000 personnes, donc ça représente 55 000 heures de formation. Un guide, par exemple, qui a été produit sur la trame noire, un webinaire proposé sur les pollinisateurs, des journées d'échange technique, par exemple la journée d'échange technique sur les bocagères. Voilà le type de ressources que vous pouvez retrouver au sein de ces différents centres de ressources. Donc, vous y avez accès via le portail technique de l'OFB. Un petit zoom sur le centre de ressources Trame verte et bleue, donc qui est piloté par Fabien Paquet, à qui vous pourrez poser des questions, qui est présent aujourd'hui, pour vous partager notamment les perspectives d'accélération du travail avec les intercommunalités dans le cadre de ce centre de ressources. Il y a une mise en réseau des agents qui sont mobilisés aujourd'hui sur les sujets Trame verte et bleue ou sur la biodiversité de manière générale. Donc ça, c'est un projet sur lequel vous serez certainement interpellé. L'idée étant d'identifier un certain nombre de référents voilà, dans les intercommunalités pour pouvoir animer ce réseau. L'objectif, c'est bien d'organiser la remontée des besoins, faciliter les échanges, favoriser les retours d'expérience et produire bien sûr des outils adaptés. Alors, l'OFB travaille également sur les solutions d'adaptation fondées sur la nature. Donc, ça me semble important de vous en parler aujourd'hui, à travers notamment le pilotage du projet Life Artisan. Les solutions d'adaptation fondées sur la nature, qu'est-ce que c'est? De quoi on parle? Donc, il y a une définition qui a été posée. Ce sont des actions qui visent à protéger, gérer de manière durable et restaurer des écosystèmes naturels ou modifiés pour relever directement les enjeux de société de manière efficace et adaptative, tout en assurant le bien-être humain et des avantages pour la biodiversité. Donc, les solutions d'adaptation fondées sur la nature, ce sont bien des solutions fondées sur la nature qui sont mises en œuvre pour adapter les territoires aux impacts des changements climatiques, l'enjeu ici étant bien l'adaptation au changement climatique. Alors, ces solutions, donc là, vous en avez, elles sont illustrées voilà, d'un certain nombre, vous avez un certain nombre d'illustrations de solutions. Elles recouvrent un champ d'application assez large, comme vous pouvez le voir. Ce sont des solutions qui sont efficaces voilà, pour répondre au changement climatique et qui présentent un rapport coût-bénéfice potentiellement intéressant voilà, pour les territoires. Il faut savoir qu'un réseau d'animateurs régionaux a été mis en place, qui est animé et coordonné par l'Office français de la biodiversité. Donc, des interlocuteurs sont à votre écoute sur les territoires
On vous transmet de la même façon que pour Territoire engagé pour la nature l'ensemble des contacts. Et sachez également voilà, qu'un certain nombre d'outils, donc l'idée n'est pas là de vous présenter l'ensemble, mais sont vraiment mis à disposition des collectivités, donc que vous pouvez retrouver sur le site de l'OFB pour faciliter la mise en œuvre de ces solutions d'adaptation fondées sur la nature et faciliter leur appropriation par les territoires. Pour approfondir la relation, donc au-delà des réseaux d'animateurs que vous pouvez contacter donc concernant le programme Territoire engagé pour la nature, les centres de ressources, les solutions d'adaptation fondées sur la nature, vous pouvez aussi contacter dans chaque département donc le service départemental de l'Office français de la biodiversité, qui est rattaché à une direction régionale, donc pour les contacts techniques au quotidien, et dans chaque région également les directions régionales, si vous souhaitez structurer une relation partenariale un peu plus précise ou fixer un cadre collaboratif, donc des interlocuteurs dans les territoires, des interlocuteurs de l'OFB à votre disposition également. Un dernier point d'actualité, donc déjà partagé par Christophe, mais je vous en parle une nouvelle fois et vous aurez accès au lien pour vous inscrire et pour découvrir le programme si vous n'avez pas déjà, si vous n'en avez pas déjà pris connaissance. Donc les rencontres nationales biodiversité et territoire qui seront organisées pour leur première édition les 12 et 13 décembre à Montpellier. L'objectif étant vraiment de permettre les échanges, partager des actions inspirantes, identifier des leviers d'action et des solutions pour des projets de territoire voilà, favorables à la biodiversité. N'hésitez pas à vous inscrire. Ces rencontres seront suivies d'un temps spécifique pour les Outre-mer en complément les 14 et 15 décembre à la Grande Motte, donc juste à côté de Montpellier. Merci pour votre attention. Donc, on a balayé un certain nombre de programmes et d'outils. Il en existe beaucoup d'autres que je vous invite à découvrir. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de nos équipes pour mieux les connaître. Voilà. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, vous pouvez lever la main, n'hésitez pas. Donc, si vous avez des questions de clarification, mieux comprendre les programmes, ou aussi si vous souhaitez témoigner d'un programme dans lequel vous êtes, nous sommes aussi preneurs de vos réactions là-dessus. Donc, nous avons le temps de l'échange. Ce webinaire a été pensé vraiment comme un temps de dialogue. Peut-être qu'on peut arrêter le partage d'écran. Merci. J'en profite du coup pour présenter mes collègues ici présents, s'ils peuvent allumer leur caméra. Voilà. Anaïs Gérard et Thibaut Farahus en charge du pilotage des atlas de la biodiversité communale et intercommunale, et Fabien Paquet, donc pilote du centre de ressources Trame verte et bleue pour l'Office français de la biodiversité. Ça vous permet de mettre un visage, le nom de vos interlocuteurs. Alors, dans l'attente de questions, sinon on peut peut-être présenter un peu plus en détail le centre de ressources. Mélanie, qu'en penses-tu? Le centre de ressources Trame verte et bleue, peut-être Fabien, si tu peux ajouter quelques mots suite à la présentation assez synthétique que... Oui, je peux dire quelques mots comme ça, sans support déjà dire que un centre de ressources, c'est généralement une démarche collaborative avec d'autres partenaires. Donc c'est l'OFB qui coordonne le centre de ressources Trame verte et bleue, en lien étroit avec le ministère qui porte la politique Trame verte et bleue. Et on associe différents partenaires, donc notamment Patrinat, qui fournit une expertise sur la TVB, sur la pollution lumineuse à la trame noire, qui est un sujet sur lequel on s'implique beaucoup. Il y a INRAE qui est aussi associé à la dynamique et qui produit notamment des outils, en particulier de modélisation des continuités écologiques, donc des outils sur QGIS qui sont gratuits, qui sont
disponible pour tout le monde qui souhaiterait utiliser ce type d'outil. Et puis on a le CEREMA comme partenaire qui aussi nous accompagne dans l'élaboration de documents un peu de cadrage. Et notamment cette semaine, on a fait paraître une note sur les orientations d'aménagement et de programmation dans les PLU sur la trame verte et bleue. Euh, voilà le genre d'outils que l'on produit. Et donc je vous ai mis dans le lien, dans le chat, le lien vers notre lettre d'information, parution irrégulière, mais qui permet néanmoins de récapituler nos principales actualités. Donc le dernier numéro est paru hier, donc c'est pour ça que je vous l'ai mis dans le chat, parce qu'il est tout frais et complètement à jour du coup en termes de dernières actualités. Et donc voilà, dans les actualités vraiment très très fraîches du moment, donc on a un cycle de webinaires sur les orientations d'aménagement et de programmation de tram vert et bleu, parce que c'est quand même un petit sujet d'actualité, puisque ces OAP tram vert et bleu sont obligatoires depuis la loi climat résilience de 2021. Et donc avec le CNFPT, nous organisons un cycle de webinaires qui démarre ce vendredi pour 3 webinaires, à une semaine d'écart à chaque fois. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, à participer. Et puis par ailleurs, on organise 2 ateliers aux rencontres biodiversité territoire qui ont été évoqués tout à l'heure. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Peut-être expliciter l'idée d'un réseau de référents? Oui, tout à fait. Donc on a un effet pour idée d'organiser notre démarche vis-à-vis des intercommunalités à partir de l'année prochaine. Donc on aura quelques moyens humains dédiés, enfin un peu de moyens humains dédiés à ça. Et donc l'idée, on part du principe que les intercommunalités sont quand même notre cœur de cible en fait en tant que centre de ressources. On estime que c'est le niveau territorial le plus adapté pour parler de tram vert et bleu, même si il y a d'autres acteurs qui abordent la tram vert et bleu, mais disons que à une échelle locale, cette approche intercommunale nous paraît particulièrement adaptée, et d'ailleurs de nombreuses intercommunalités s'impliquent dans la mise en œuvre de la tram vert et bleu sur leur territoire. Et donc on souhaitait à partir de l'année prochaine, donc organiser tout particulièrement notre travail et notre attention autour de vous, intercommunalité, à travers un travail un peu plus poussé de mise en réseau de vos pratiques sur la trame verte et bleue. Et donc il y avait cette idée effectivement d'identifier un peu plus précisément votre réseau, d'identifier plus précisément vos besoins avec vous, et puis d'apporter une réponse à ces besoins identifiés en termes de journées d'échange sur des thématiques qui vous paraîtraient importantes. Peut-être donc de porter des idées de formation, soit formation OFB, soit formation avec le CNFPT. Voilà, c'est un petit peu ça, les grands principes d'idées. Et donc pour ça, on aurait bien aimé avoir un petit noyau de quelques personnes particulièrement intéressées par la démarche qu'on pourrait réunir peut-être, je sais pas, disons 2 fois par an à travers une petite réunion visio, si on avait, je sais pas, une dizaine, quinzaine de collègues d'intercommunalité qui souhaitaient s'impliquer dans la démarche, ça me paraîtrait intéressant. Sébastien, si tu veux rajouter des choses sur ce point-là, n'hésite pas. Non, t'es très complet, Fabien. C'est bien de l'avoir dit, effectivement, et ça va être un gros et beau projet de l'année 2024 qui s'inscrit dans le cadre plus global qui a été évoqué tout à l'heure par Mélanie et Christophe, effectivement, du grand projet européen Live Biodiv France qui va être qui est monté en consortium avec de nombreux réseaux, qui se structure au niveau national et régional. Et cette capacité de mise en réseau qu'a évoqué Fabien, on va pouvoir effectivement faire des choses ensemble au niveau national, mais également couplé avec une animation régionale renforcée, grâce notamment aux agences régionales de la biodiversité qu'a cité et qu'a rappelé Mélanie tout à l'heure. Alors, si vous avez des questions sur ce sujet, ou même on aimerait bien vous entendre sur qu'est-ce que vous faites actuellement, quelles sont également les difficultés éventuelles que vous pouvez rencontrer. On a pensé pour que vous puissiez réagir. N'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez contribuer, ou même si justement vous ne faites pas encore grand-chose sur la biodiversité,
nous indiquer pourquoi. Donc, s'il n'y a vraiment pas de questions, en tous les cas, vous pouvez aussi nous les adresser par la suite. Je vais indiquer également mon adresse mail en contact dans le fil de discussion. Mélanie, je ne sais pas si tu as d'autres compléments à apporter. Peut-être Sébastien, tu peux dire quelques mots sur les aires éducatives qu'on n'a pas voilà, abordé, mais ça peut être Oui, intéressant. c'est un des autres grands programmes qui sont appelés à se développer, pour lequel on met les moyens, on va mettre les moyens dans le cadre notamment de la dynamique de la stratégie nationale biodiversité. Christophe l'a rappelé tout à l'heure, c'est la capacité déjà de vous soutenir pour multiplier les démarches d'Atlas de la biodiversité. On va multiplier les budgets disponibles par 3 dès l'année prochaine, 15 millions d'euros. Là où cette année, on en avait initialement prévu 5, 15 millions d'euros mis en place dès l'année prochaine, enfin dès décembre, hein, pour accueillir un maximum de démarches d'ABC portées par les communes, les intercommunalités. Et à côté de ce programme ABC, également les aires éducatives. Les aires éducatives, vous le savez peut-être ou pas, ce sont ces projets mis en place par les équipes éducatives, donc vraiment les enseignants du primaire, du secondaire, qui, en lien avec la collectivité, dépose un projet auprès de l'OFB qui vise à favoriser le contact tout simplement des élèves avec la nature. C'est pas juste des sorties, c'est pas juste des sorties scolaires ou des classes nature, c'est tout simplement transposer dans la nature l'apprentissage des savoirs fondamentaux, d'une part, le faire plutôt dehors que dedans, et couplé, et c'est là que ça prend tout son sens, avec une vraie démarche d'acquisition de connaissances et de références sur c'est quoi finalement la nature, c'est quoi la biodiversité dans l'environnement local de ces écoles, de ce territoire, et les pratiques humaines qui s'y exercent, mettre en condition ces petits élèves dans des interviews d'acteurs locaux. Ça peut être le maire, ça peut être effectivement les services communaux, les chasseurs, les pêcheurs, celui qui nettoie la plage avec un engin, etc., pour faire qu'à un moment donné, ces enfants prennent en compte l'impact possible des activités humaines sur leur environnement, sur le patrimoine naturel, et puissent éventuellement en discuter entre eux. Donc il y a un enjeu de démocratie à prendre un peu, voilà, la démocratie locale, etc., le débat en collectif, et puis commencer à imaginer un plan de gestion de cet espace qui leur a été attribué, de cette aire éducative qu'on a vu naître sur le littoral. Et c'est les aires marines éducatives les littorales, et qu'on a fait venir maintenant sur le terrestre avec les aires éducatives terrestres. Voilà, avec un cap qui nous est effectivement qu'on se fixe de 18 000 aires éducatives d'ici 2030. 2030, on verra bien, mais aujourd'hui, il y a près de 1000, je crois, aires éducatives d'ores et déjà sur le territoire. C'est un formidable programme, et je vous invite à vous y intéresser ou à se rebrancher sur les activités de webinaires et autres présentations qu'on fera de ce programme prochainement, puisque voilà, on va le massifier également comme les atlas de la biodiversité communale, et des ponts d'ailleurs seront certainement facilités par l'OFB entre ces différents programmes. Merci Sébastien. Alors dans les questions-réponses, donc c'est plus une difficulté pointée voilà, qu'une question, mais on nous parle du problème de la multiplicité des stratégies nationales autour de la question et de l'identification des financements proposés. Et il y a une autre difficulté, étant l'absence d'articulation avec les autres stratégies telles que celle de la transition énergétique. Peut-être que tu as des éléments à partager sur la question de la multiplicité des stratégies nationales et la façon dont l'ensemble doit s'articuler. Donc, c'est un vrai sujet. Peut-être pour moi, Mélanie. Oui. C'est vrai, on ne peut pas dire le contraire. Ce qui est un petit peu nouveau quand même, et ça traverse, je pense, tout votre agenda au plan local, et nous, on le vit aussi au plan national, c'est l'arrivée de cette fameuse planification écologique qui, au moins, par l'impulsion qui a été donnée là, au plus haut niveau, puisque c'est la première fois dans l'histoire de nos politiques publiques environnementales que ce sujet est pris à une coordination Premier ministre. Et au-delà de l'impulsion, c'est tout l'aspect un peu organisationnel, technocratique qui est mis derrière, avec un secrétariat général à la planification écologique qui fait bosser les choses ensemble. Regardons
avec philosophie le document qui a été pour la première fois édité cet été, qui propose une vraie matrice intégrée sur les sujets santé, biodiversité, ressources. Quand on dit ressources, c'est ressources en eau, c'est la biodiversité, les ressources en eau, hein, la forêt également, les enjeux climat au sens de climat décarbonation. Et cette grille est vraiment maintenant proposée à l'interface des modes de vie et de nos économies des Français, avec les 6 leviers qui ont été mis en tension, hein, se déplacer, se loger, préserver les écosystèmes, se produire, mieux se nourrir et mieux consommer. Maintenant, ce travail, effectivement, on commence à se nouer tout doucement dans l'alliance qui est proposée entre l'État et les régions avec les fameuses COP territoriales. La mise en place a commencé hier, vous l'avez peut-être noté dans la presse, avec la première COP qui a été installée à Metz et qui va. Donc les COP vont s'installer et ça va, j'espère, produire les facilitations qui sont à la naissance de vos questions. De manière plus opérationnelle, nous allons participer de ce mouvement-là de manière très concrète en installant dès l'année 2024 un nouveau centre de ressources sur les énergies renouvelables et paysages et biodiversité. On ne va pas le faire tout seul, on le fait avec l'ADEME. Donc voilà, très concrètement, l'ADEME et l'OFB vont mettre en place ce centre de ressources ENR, paysages et biodiversité, pour accompagner tout simplement ce qui doit être, hein, la décarbonation de nos économies, de nos territoires. On ne va pas, côté OFB, évidemment, se coucher par terre par rapport aux enjeux d'accélération de la mise en place des ENR. On connaît les impacts de ces ENR quand ce n'est pas planifié, quand c'est mal étudié. Et on a un enjeu, évidemment, que ces projets soient mieux insérés dans des planifications locales, bien discutés, bien étudiés. On a un enjeu, évidemment, que les séquences éviter, réduire, compenser se passent au mieux. Avec des études qui soient mieux faites, certainement, etc. Donc, on va accompagner ce mouvement. Et puis, par ailleurs, par rapport à des stratégies qui aujourd'hui ne se parleraient pas, oui, c'est vrai, c'était certainement le cas par le passé, mais les efforts sont faits pour que demain les choses se rapprochent. Je prends juste un exemple qui me paraît clé, la stratégie nationale de la biodiversité, dont vous a parlé tout à l'heure Christophe et Mélanie, et qui va sortir, c'est une histoire de jours, hein, avant Noël, cette stratégie nationale de biodiversité sera publiée. Eh bien, son article 5 fait le lien avec l'adaptation des territoires au changement climatique en disant qu'à un moment donné, voilà, le document en parallèle qui s'élabore et qui va sortir, qui est le plan national d'adaptation au changement climatique, vaudra pour ce qui est du lien climat-biodi via les solutions fondées sur la nature. Donc, il y a une vraie aujourd'hui mise en rapprochement des stratégies nationales, que ce soit la stratégie nationale bas carbone qui va intégrer les enjeux de ressources en eau et de biodiversité, le plan national d'adaptation au changement climatique qui va s'appuyer plus que jamais sur les solutions fondées sur la nature et faire le lien avec la stratégie biodiversité. Et tout ça, aujourd'hui, en back-office, je peux vous le dire, parce qu'on le vit, il y a les rapprochements de nos équipes régionales, c'est-à-dire aujourd'hui les directions régionales de l'OFB se rapprochent des directions régionales de l'ADEME, qui se rapprochent des directions régionales de la Banque des Territoires, qui travaillent déjà avec la direction régionale du CEREMA. Donc, à un moment donné, il y a une notion un peu de PAC, PAC également dans les pouvoirs publics qui sont en train, effectivement, de se présenter leur programme, de voir à un moment donné les points d'alliance, favoriser les choses. Et ça, on va le faire dans un dialogue rapproché avec vous, parce que vous êtes finalement d'abord à l'initiative des projets. Très concrètement, la planification écologique très concrète, c'est les intercos qui vont l'apporter. Hein. Ça, c'est pas un scoop aujourd'hui que de se le redire. Hein. Vous le vivez au quotidien et ça a été dit. Donc, ces rapprochements se font pour vous, par et pour vous, hein, je dirais. Voilà. Donc, je pense qu'on a du grain. On a du grain à moudre pour les équipes nationales d'Interco de France et d'OFB, avec l'ADEME pour la Banque des Territoires, les CEREMA, pour aller de l'avant collectivement ensemble demain. On a de beaux sujets à partager. Peut-être pour compléter sur l'aspect de territorialisation de ces stratégies-là, il se passe en effet beaucoup de choses en ce moment. Sébastien mentionnait les COP, mais c'est vrai qu'ils sont également en train de se mettre en place des comités régionaux de l'énergie ou les conférences du ZAN au niveau régional. Bien sûr, Interconnecté de France est impliqué, donc c'est un processus vraiment en cours. Donc, n'hésitez pas également à nous faire remonter tous vos retours d'expérience là-dessus, les difficultés que vous voyez, que vous envisagez. On sera représenté dans toutes ces instances-là et on a besoin, je pense, collectivement. Là, j'espère parler aussi pour l'OFB là-dessus. On a besoin de vos retours justement pour pouvoir s'améliorer sur cette démarche-là ensemble.
Alors, on avait également une autre question, ça a été répondu, je pense, oui, sur les aires éducatives. Donc non, voilà, l'espace naturel ne doit pas obligatoirement être un espace protégé. Je vous ai mis du coup le lien vers le programme dans le fil de discussion pour plus d'informations pour les aires éducatives. Et peut-être pour compléter sur la question des financements, et parce que les démarches aussi, que ce soit côté aide territoire ou si c'est une entrée haut, mais donc il y a des liens bien sûr avec la biodiversité, via la Banque des territoires, des démarches pour rendre plus lisibles justement les financements existants. Je ne sais pas si Sébastien, tu vas te réagir aussi là-dessus. Oui, nous, ça se résume en 3 mots, comité régional des financeurs. Ça n'existait pas, ça existe maintenant de plus en plus, ça n'existe pas encore partout, mais ça va se multiplier en 2024. On a mis ça en place notamment pour favoriser l'ancrage du programme Territoire engagé pour la nature. Quand une interco se fait accompagner au plan régional et valorise, enfin formalise son plan d'action biodiversité, se le fait reconnaître comme étant territoire engagé pour la nature, il n'y a pas comme ça, sonnant et trébuchant, il n'y a pas un guichet à l'OFB qui finance forcément le plan d'action. Par contre, on a mis en place, avec le conseil régional chef de file, l'agence de l'eau, qui depuis 2016, rappelons-le, les agences de l'eau ont vu, de par la loi, ouvrir leur financement à la biodiversité, en plus de ce qu'elles faisaient déjà pour le cycle de l'eau et des rivières région, agence de l'eau. L'OFB fait partie du club parce que notamment on finance les ABC et parce qu'en Outre-mer, on est l'agence de l'eau des Outre-mer. L'Adréal parce que l'État a toujours eu des capacités de financement qui s'appellent hier, je ne sais plus comment, aujourd'hui Fonds vert, Fonds biodiversité, donc l'État garde des capacités. Et justement, pour mettre en lisibilité, en bonne articulation des financements qui peuvent varier d'un bassin à l'autre, d'une région à l'autre, on a dans chaque région des comités régionaux des financeurs qui sont là pour accueillir vos problèmes, pour accueillir vos projets aujourd'hui non financés et regarder comment eh bien, le club, ce collectif, qui aujourd'hui club des quatre, je pense que demain la Banque des Territoires le rejoindra. Je pense que demain on va mieux articuler ça, surtout d'abord avec les CRTE, qui est aujourd'hui pour l'État dans la dynamique d'État, en tout cas un moment et une formalisation de financement possible. Donc ça commence à se structurer et on va gagner l'année prochaine des capacités d'animation supplémentaires grâce au projet européen qu'a cité Fabien et Mélanie, projet Biodiversité France. On va gagner une capacité supplémentaire d'animation de ces comités. Donc vous en entendrez plus parler. Donc on va davantage et donc travailler certainement avec Interco de France pour mieux communiquer sur leur existence, sur là où ça se passe bien, là où il y a des bons exemples. Et peut-être que vous nous direz, peut-être dans 1 an, 2 ans, il y a encore peut-être des projets orphelins sur la route. Mais il y a un vrai accroissement des moyens. Ça a été dit déjà pour l'OFB à travers les ABC, mais par ailleurs, notez que dans la communication nationale en accompagnement de la SNB, je sais peut-être qu'Oriane connaît les chiffres plus par cœur que moi, mais les ministères ont relevé le plafond des agences de l'eau. Enfin, on peut être techno entre nous, mais le relèvement du plafond mordant des agences de l'eau, d'une part, qui était une bataille juridique, plus la mise en place d'un nouveau canal d'argent frais qui vient du budget de l'État, programme 113 eau et biodiversité, et qui tombe dans le couple DREAL-agence de l'eau, font que normalement, on a davantage de moyens pour financer des projets très concrets de continuité écologique, de restauration de la trame verte et bleue dans vos territoires. Et peut-être qu'on aura encore des projets orphelins demain, mais moins demain qu'hier. Et les ARB qu'on crée sont créés aussi pour ça, pour mettre en synergie ces financeurs et faire le lien entre le recensement des projets et la capacité de financement des autorités publiques. Voilà, c'est le chaînon manquant. Alors, je pense qu'il n'y a plus de questions. Donc, vous aurez bien sûr tous les contacts. Euh, Sébastien ou Mélanie, je ne sais pas si vous voulez partager un petit mot de conclusion. Je vais bien sûr vous rappeler dans le fil de discussion le lien d'inscription si vous souhaitez nous rencontrer toutes en vrai et parler des sujets de biodiversité dans un mois. Mélanie ou Sébastien, je vous laisse ce mot de la fin. Mélanie? Merci. Et ben surtout un petit mot pour vous remercier de votre participation et vous dire qu'on reste bien évidemment à votre écoute euh, sur l'ensemble des questionnements que vous pourriez avoir. Donc toute l'équipe voilà, reste à disposition. Vous aurez les contacts
des différents animateurs sur les territoires. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de nos équipes ou à nous faire passer vos interrogations via oriane-civil.intercommunalité. Merci à tous. Puis, on peut se rencontrer en vrai pour ceux qui sont Paris ou proche couronne dans les prochains jours avec les événements qui sont mis en place la semaine prochaine. Le colloque Capitale française de la biodiversité lundi après-midi à la Défense sur l'édition Arbres et Forêts qui va être une formidable restitution du meilleur de ce qu'ont fait les collectivités, y compris Interco. Lundi après-midi et 3 jours au Salon des maires en parallèle du Congrès des maires où on sera également présent voilà, avec des rencontres en vrai possibles. Et puis Et très bientôt nous dans les serons là, territoires. voilà, et évidemment sur les rencontres de diversité et territoires. Voilà, on vous Tous à attend Montpellier, et on sera là les pour vous 12 et 13, rencontrer. les 12 et 13 décembre. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous et bonne journée. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.